bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne, sur Equinox Télévision. Comme c'est le cas du lundi au vendredi entre 10h et 12h, nous vous retrouvons avec 10-12, le Zénith. Nous serons certainement au Zénith ce matin avec les sujets qui seront en débat sur ce plateau, mais surtout avec les éléments qui seront à votre portée. Mesdames, messieurs, comment expliquer véritablement qu'aujourd'hui qu'on soit dans une pré-campagne présidentielle au Cameroun? Depuis des semaines, on peut voir des images d'un fils de président qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux aujourd'hui, laissant ce dernier préparer les consciences camerounaises à l'accueillir comme étant le prochain président, certainement du parti État aujourd'hui. Comment les Camerounais préparent-ils assurément l'arrivée de celui-ci qui pourrait effectivement prendre la tête du rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les jours à venir? Comment expliquer en même temps les tractations qui sont en cours dans le Sérail aujourd'hui? Quelle appréciation fait-on véritablement? On en parle également ce matin de cette victoire écrasante du président Touadéra en Centrafrique au premier tour. Il est vainqueur en attendant un second tour assurément. La Centrafrique peut se dire aujourd'hui que tout est mis en place pour qu'on puisse véritablement parler d'un pays qui est en construction, mais surtout d'une démocratie qui se veut en même temps émergente de ce côté. La démocratie a-t-elle parlé finalement dans les urnes centrafricaines? Quelle appréciation peut-on également donner du point de vue de l'évolution des crises qui ont émaillé ces pays pendant ces 10 dernières années? Aujourd'hui, quel est le regard que peut avoir les anciens présidents qui sont passés par là, mais surtout la communauté internationale qui semble être bien muette à l'intervention russe en Centrafrique aujourd'hui? Bienvenue à vous, madame, messieurs, avec la grande famille, Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey. Nous sommes unis pour la même mission, jusqu'à 12h, vous servir. Bienvenue à vous, Bonbon Bengan Kanji, ce matin. Bonjour, M. Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Donald Trump avait sûrement mal appris les cours auprès de ses homologues africains. Tenez, la presse nous apprend que le président américain, sortant et sorti, a dit, je cite, « Il n'y a pas de mal à dire que vous avez recalculé. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 bulletins. Parce que nous avons gagné cet État. » Fin de citation. Il parlait bien de la Géorgie. C'est-à-dire, l'ex-président américain voulait recalculer à l'africaine comme des résultats américains. Mais il s'est trouvé que là-bas, chez eux, apparemment, on ne triche pas comme ça. On ne triche pas. Le gars lui a dit, tu as perdu, je ne recalcule pas. Ici, chez nous, qui aurait osé, qui pourrait oser dire ça à un président en exercice, de recalculer, dit que je ne recalcule pas. De son temps, quand même, Maurice Kamto demandait que les votes soient recalculés au Cameroun, que le recomptage justement des votes soit mis en place. Et Abraham, on lui a également dit que non, ça ne se fera pas. Voilà. Et Noah Abraham dit que non seulement je ne recalcule pas, même les PV, je ne te donne pas. Si tu n'as pas eu les tiens, ça va. La France pourra-t-elle écouter la voix américaine qui demande au pays de Emmanuel Macron de tout faire pour trouver une solution dans la crise anglophone qui s'enlise depuis 4 ans aujourd'hui dans les régions anglophones, effectivement? Est-ce que la solution, on va dire, américaine ou les propositions américaines peuvent amener le Cameroun effectivement à se lever comme un seul homme et à trouver en réalité des solutions pour qu'on puisse en venir à une paix réelle dans les zones anglophones aujourd'hui? La France peut-elle avoir peur des États-Unis? Peut-on parler d'injonction de la part des États-Unis ou encore de complicité? Pourquoi pas de bluff véritablement? Qu'est-ce que ça peut bien cacher ces nombreuses interpellations? Charles Amem Badjouf, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Depuis 2014, le Cameroun savait qu'il devait préparer 2 rendez-vous importants, notamment la CAN et la CHAN, même si on va dire que c'est bien plus tard qu'on a donné la CHAN dans la tête des Camerounais, ils se préparaient à recevoir. Rendu à quelques heures du CHAN, on apprend qu'à peine 20 hôtels répondent aux satisfactions de la CAF sur près de 1921 établissements hôteliers que compte le Cameroun. Vraiment.
Et cela, c'est pour la CHAN et la CAN. 20 hôtels seulement sur 1921. Et on parle bien sûr du 14 janvier prochain, le démarrage de cette CAN. Comment expliquez-vous, madame, monsieur, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du CHAN, effectivement, qui sera organisé en terre camerounaise, on aura certainement un public au stade, même si ce public sera sélectif en réalité, et que l'on choisisse au Cameroun d'interdire, ou du moins que le cabinet civil choisisse justement d'annuler la cérémonie des vœux accordés au chef de l'État dans les jours à venir. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet effet, cet état de choses aujourd'hui? Finalement, le Covid a des priorités, peut-être à la présidence et non dans le CHAN. Posons-nous des bonnes questions. Bonjour à vous, Karine Sontier, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Le cabinet civil a rendu public hier un communiqué annonçant l'annulation de la cérémonie de présentation des vœux au président de la République qui est habituelle au Cameroun. Sauf que cette fois-ci, elle n'aura pas lieu à cause de la Covid-19. Au Gabon, ils ont choisi de la faire de manière virtuelle. Au Cameroun, elle ne se fera pas du tout. Sauf que le budget de l'année 2021 prévoit 70 milliards de francs CFA pour cette cérémonie et autres activités connexes. Cette année, on avait ajouté 12 milliards de francs CFA sur les 58 milliards qui ont servi à l'année 2020 pour ces mêmes cérémonies. Alors, les questions qu'on se pose, pourquoi annuler encore aujourd'hui cette cérémonie alors qu'on sait qu'en 2020, le 20 mai n'a pas eu lieu, on le savait déjà, pourquoi attendre qu'elle soit si proche pour l'annuler, étant donné qu'il y avait déjà un budget alloué à ces cérémonies? Où va aller ce budget alloué? Question posée. Et où est allé le budget alloué au 20 mai 2020? Il faut bien qu'on se pose toutes ces questions. Qu'avons-nous véritablement fait, Karine Sontia? C'est très important que les Camerounais se posent la question de savoir pourquoi n'a-t-on pas fait la lumière sur le budget accordé au défilé du 20 mai de l'année dernière aujourd'hui? Et qu'est-ce qui sera prévu dans les 5 mois à venir quand on sait qu'aujourd'hui, si l'on commence à nous faire savoir que le chef de l'État ne pourra recevoir personne pour cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, effectivement, pourquoi préparer peut-être les Camerounais à ce que le 20 mai prochain, on pourra encore vivre une autre escalade. Il pourrait ne pas y avoir une nouvelle fête nationale au Cameroun. C'est des sujets assez importants. Il faudrait qu'on ouvre les yeux, madame, monsieur, sur les réalités camerounaises aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Et surtout, allons accueillir Dominique Audroyengelek. Bonjour à vous, Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme âgé de 33 ans et d'une jeune femme âgée de 29 ans. Ils sont à 1 an et demi de relation. Et dès le départ, le jeune garçon dit qu'il est protestant et qu'il pratique aussi ce qu'on appelle généralement la coutume. En face, la jeune fille est témoin de Jéhovah. Lorsqu'il a abordé cette jeune fille, elle lui a fait savoir qu'elle était de cette obédience-là et le jeune homme de lui dire que ce n'était pas un problème pour lui, ce n'était pas un frein, que l'amour surmonterait toutes les barrières. Et rendu à 1 an et demi, le garçon avait prévu de rencontrer les parents de la fille pour demander la main. Mais avant, il a présenté la jeune femme à sa mère en disant à sa mère: maman, sache que cette jeune fille est témoin de Jéhovah et par rapport à ça, le fait que je ne sois pas de leur obédience fait que elle ne m'a pas encore présenté à ses parents. Donc je te prie d'être un peu plus indulgente et patiente avec elle. La jeune femme âgée de 29 ans connaît tous les membres de la famille du jeune garçon, mais lui ne connaît que ses petites sœurs. La jeune fille vit seule dans la ville de Douala et ses parents sont dans la ville de Yaoundé. Il dit qu'il l'a demandé en mariage, vous savez, avec une bague et tout, tous les deux. Et maintenant, il était question d'aller voir les parents de la fille au mois de mars. Il a fait la demande de fiançailles. Oui. Ah, d'accord. Version occidentalisée, quoi. D'accord. Voilà. Elle a accepté et en mars, on devait aller voir les parents. Mais jusqu'aujourd'hui, la jeune fille tourne et elle a fait savoir au garçon que ça ne peut pas se faire étant entendu que tu n'es pas témoin de Jéhovah comme moi. Mes parents auront du mal à accepter quelqu'un qui ne soit pas de chez nous puisque les valeurs ne sont pas les mêmes. Il s'est rapproché de certains de ses amis
qui sont aussi de cette obédience-là en posant le problème. Et ses amis lui ont posé la question de savoir, est-ce que vous êtes déjà passé à l'acte? Il a répondu oui. Et à cette réponse, ses amis lui ont dit, on comprend pourquoi avec cette fille, ça ne peut pas marcher. Et moi, j'ai posé la question. Il est passé à l'acte? Ils ont déjà fait. D'accord. Voilà. Avec la témoin de Jéhovah. Oui. D'accord. Qui est pratiquante. Oui. Engagé. Et moi, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez dépucelé? Il m'a dit non, non et non. Donc la fille était déjà... Et aujourd'hui, il dit qu'il aime cette fille. Il aime cette fille et il aimerait la convaincre d'accepter qu'il rencontre ses parents, même si ça fait bientôt 2 ans. Et il ne surtout pas se convertir comme témoin de Jéhovah. Oui, oui, parce que la fille lui a proposé une fois et il a dit que non, j'aimerais le faire parce que j'y crois et non simplement parce que je veux te faire plaisir. Voilà. Donc il y a énormément de questions qu'on devrait se poser. Fondamentalement, le problème qu'il pose ce matin, c'est comment vivre avec une témoin de Jéhovah sans se convertir. Avec l'accord des parents. Avec l'accord des parents. Oui. Disons ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la fille est d'accord, mais ses parents, il faut l'aval des parents aussi. Bon, je sais pas, il n'y a pas de témoin de Jéhovah sur le plateau déjà. Il y a des anciens. Non, mais vous... Il n'y a pas de témoin de Jéhovah sur le plateau. On devrait élargir parce que dans ma gibecière aussi, j'ai l'histoire d'une jeune dame qui, elle, a en face d'elle un fiancé qui est musulman et elle est chrétienne. Oui. Et le monsieur voudrait qu'elle s'islamise. Donc, on pourrait bien élargir en disant, il y a des catholiques qui ont des protestants et qui veulent qu'ils deviennent protestants. On a des chrétiens qui ont des musulmans qui deviennent musulmans. On a un témoin qui a un protestant pratiquant des traditions qui ne veut pas. Donc, quand la religion sépare, mais surtout quand la religion ne permet pas qu'il puisse avoir amour ou encore mariage, comment trouver des solutions évidentes à ces questions aujourd'hui? On est musulman, incapable d'épouser une chrétienne, on est chrétien, ne pouvons pas épouser un musulman, on est témoin de Jéhovah, ne pouvons pas épouser un protestant. L'histoire est posée ce matin sans justement rentrer dans, on va dire, aucune fixation sur qui que ce soit. Nous parlons dans la généralité, mais qu'est-ce qui peut bien faire problème? Vous également, madame, messieurs, laissez-nous vos appréciations sur les plateformes connues, 10-12 Zénith, Equinox TV, sur Facebook pour ceux qui nous regardent en live et sur à travers le contact s'affiche au bas de l'écran. Merci, on va vous lire tout à l'heure et on prendra bien évidemment vos nombreux avis sur la question ce matin. Mais qu'est-ce qui peut bien créer des différences aujourd'hui? Comment on dit ça? Des éloignements entre humains à cause des religions. Je vous la pose peut-être à vous, Dominique Audrey. Peut-être vous avez au moins autour de vous des réalités, vous avez un vécu quand même. Qu'est-ce qui peut justifier que j'appartienne à une obédience religieuse, vous appartenez à une autre, et que nous nous attirons, que nous nous aimons, au moment venu justement de rendre concret notre relation, que l'Église ou encore que la religion vienne nous diviser? Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses de votre point de vue? Ce sont certainement les différentes valeurs qu'on prône dans chacune de ces religions-là. Il n'y a que ça qui peut diviser, et c'est incongru. Pourtant, on est censé louer un seul Dieu. On est censé louer un Dieu qui doit pouvoir entendre toutes les langues, s'il faut parler des langues, un Dieu qui doit pouvoir lire dans les cœurs de chacun. Maintenant, le problème généralement dans les couples, c'est qu'on se dit, la religion de qui va dominer? Qui sera au-dessus? Mes enfants iront où? Chez leur père ou chez leur mère? Est-ce que mes enfants seront protestants ou bien ils seront catholiques? Est-ce qu'ils seront témoins? Est-ce qu'ils seront ceci? Vous savez, on a des idées reçues de certaines religions. On vous dira peut-être chez les témoins de Jéhovah, là-bas, lorsqu'on est malade, on n'accepte pas de transfusion sanguine, on est un peu carré sur les bords. Et d'aucuns vous diront, certains parents vous diront, non, vraiment, mon enfant peut être en danger, j'ai pas envie qu'il court ce genre de risque. On vous dira, chez les musulmans, on est un peu trop strict, il faut se couvrir et autres. Alors que nous, jeunes filles, on a tendance à être un peu plus... et à ce niveau-là, ça peut être dérangeant, même si votre partenaire vous dit, pour moi, ça va. Et les parents du partenaire vous diront non, si tu épouses mon fils et que tu deviens musulmane, tu dois attacher un foulard, tu dois te couvrir par exemple. À côté de ça, on vous dira
chez les catholiques. Par exemple, qu'on prend la communion tous les dimanches, et chez les protestants, on vous dira non, je crois que c'est une fois par mois. Si je ne me trompe et que ça ne marche pas, chez les catholiques, on prie Marie, chez les protestants, on ne prie pas Marie. Dans ces différentes religions, il y a énormément de choses qui on parlera de différence, oui. On parlera de... pas d'acquaintance. On ne regarde pas en tout cas dans la même direction. Parce que si on regarde Dieu, on doit pouvoir accepter les autres avec ce qu'ils ont. Alors, l'histoire de ce matin, justement, elle est témoin de Jéhovah, lui, il est chrétien. Enfin, lui, il est protestant. Elle est témoin de bouche. Mais elle pratique autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Mais est-ce que les deux qui sont chrétiens à la base, puisqu'ils acceptent Christ? Non, les deux ne sont pas chrétiens. Les témoins sont jéhovistes. C'est un jéhoviste. Hein. Ils sont jéhovistes, les autres sont chrétiens. Ok, donc Jéhovah c'est le nom qu'on donne à Jésus. Donc, non, chez eux c'est Jéhovah. Alors, Jéhovah, est-ce qu'on n'a pas la même Bible? C'est leur créateur. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas la même Bible? C'est pas les mêmes outils? C'est pas les mêmes rudiments qu'on a pour pouvoir se dire, bon d'accord, nous appelons le même Dieu. Pourquoi est-ce que la religion devrait diviser les peuples aujourd'hui? C'est quand même un problème fondamental aujourd'hui. Oui. Est-ce que la religion devrait diviser? Non, de base. Non, puisqu'on est en train de prier Dieu. Et Dieu, ou bien la logique, prône un certain nombre de choses. Dieu, dans la Bible, on nous dit que Dieu dit que n'arrache pas le bien d'autrui. Mais logiquement, il est clair que prendre la chose de quelqu'un, alors qu'elle ne vous appartient pas, puisqu'elle est à quelqu'un d'autre, c'est mal. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir que ce n'est pas bien de voler. Parce que la logique, les normes voudraient qu'on ne vole pas. Maintenant, pour eux, c'est perdu d'avance parce que la jeune fille n'est pas prête à vous ramener dans la maison de son père. Voilà. Elle n'est pas prête à vous ramener dans la maison de ses parents parce que par amour, on est prêt à tout. Si cette fille vous aimait, elle aurait accepté que ses parents grondent. Elle aurait accepté que ses parents crient. À 29 ans déjà, je crois qu'on est assez vieux pour prendre des décisions sur sa vie. Donc, si elle vous aimait, elle aurait pu braver ça. Et en disant à ses parents, moi je suis déjà sexuellement active et j'ai fait mes choix parce que certainement ses parents pensent qu'elle est pucelle alors qu'au fond... Imaginez bien le choc quand même, hein, Dominique Audrey. Alors, Karine Santia, on dit très souvent que l'homme épouse la femme et la femme se marie en réalité. Alors lorsque l'homme épouse la femme épouse également tout ce que l'homme détient et il change même forcément sa religion. Qu'est-ce qui peut expliquer ici que ce soit la fille qui veut amener l'homme absolument à adhérer à sa religion? On ne fait pas les traditions hein, chez les témoins. Chez les témoins, on ne fait pas. Et le garçon, lui, il est pratiquant de tradition parce qu'il vient d'une chefferie. C'est le satanisme en fait chez eux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on explique que ce soit la femme qui impose à l'homme de changer de religion et pourtant c'est l'homme qui épouse la femme devrait venir avec tout ce qu'elle a et valider justement l'union telle qu'elle. Ça c'est votre compréhension. Parce que la personne qui a fait manger la pomme à Ève dans la Bible, c'est Adam, c'est ça? Dans la Bible c'était Ève. Donc finalement, qui suit qui? Bonne question. Ah bon? Pour l'histoire de ce matin, je m'intéresse pratiquement à ces deux religions qui ne sont pas très éloignées, ma foi, en fait. Ce sont des religions communautaristes, vraiment communautaristes, qui fonctionnent en groupe et qui évoluent en groupe. Que ce soit les protestants ou alors les témoins. Chez les protestants, il y a des groupes d'évangélistes, il y a les groupes de ceci, il y a les groupes de cela. Maintenant, chez les témoins, on fonctionne en groupe parce que on essaie à chaque fois dans plusieurs congrégations d'avoir des groupes qui fonctionnent, qui travaillent ensemble, qui font des activités ensemble. La plupart du temps, on fait tout pour que les personnes des sexes différents se retrouvent et puissent se marier entre elles. C'est comme ça qu'ils font. Au sein du témoignisme? Oui, chez les jéhovistes. La plupart du temps, on fait tout pour que ces personnes se retrouvent ensemble dans des activités pour pouvoir se marier. Parce que c'est une congrégation qui pense que c'est quand vous êtes ensemble que votre sang est pur, je me dis. Maintenant, selon le fonctionnement, vous comprendrez très bien que ces deux personnes se sont soit rencontrées à l'école ou alors ils se sont... Parce que dans la vraie vie, en dehors d'être voisins, c'est pas évident d'avoir des voisins qui sont de l'autre congrégation religieuse et avoir de vraies conversations avec elles. Parce que c'est des personnes très carrées, comme Dominique Audrey l'a dit. Maintenant, ils se sont rencontrés, ces deux jeunes qui ont un peu joué au papa et à maman. Et puis, ils connaissent déjà le fruit défendu, même comme Jéhovah l'interdit. Et puis, même comme la Bible interdit. Sauf que les protestantistes sont un peu
légèrement plus libérales que les témoins de Jéhovah, qui sont vraiment très très carrés, qui sont très fermés. Et vous voyez même la manifestation de la foi dans leur religion fait en sorte que chaque fois... Oui, mais comment c'est la femme qui impose à l'homme d'épouser sa religion? Je vous ai déjà expliqué, vous voulez que j'explique comment? Je vous ai dit que même dans la Bible, c'est la femme qui a demandé à l'homme de manger la pomme et il a mangé. Depuis lors, c'est la femme qui dirige l'homme. Même pour aller voir les voyants et les ministres et autres, c'est toujours la femme qui dit que je connais un là-bas, je connais un là-bas. Je ne crois pas que les hommes disent ça. Donc maintenant, là, qui suit qui? Voilà. C'est la femme qui dirige. Voilà. Je n'invente rien. L'expression est lâchée ce matin. Voilà. Je n'invente rien. Même que ce soit dans les religions musulmanes, chez les musulmans et autres, lorsque vous voulez épouser une femme, soit vous islamisez, soit vous laissez. Parce que si elle refuse, si vous refusez, vous ne pouvez pas être avec elle. Et si vous forcez, elle sera bannie. Donc c'est très compliqué. Dans l'histoire justement de ce matin, qu'est-ce que, de votre point de vue, justement, cet homme doit faire? Parce que lui, il est tenu par son amour pour la fille. Et il y a la... Mais si la fille ne veut pas, il ne forcera pas. C'est ce qu'il faut? Oui, si la fille ne veut pas, il ne forcera pas. Vous savez que quand quelqu'un est vraiment intéressé par une relation avec vous, c'est elle qui vous aide à trouver les voies et les moyens. Et quand vous voyez que la fille, elle est plus carrée que ses parents, vous comprenez très bien que, en fait, elle ne veut même pas faire des efforts. Elle ne veut pas faire des efforts. Et elle a peur certainement que sa famille l'abandonne ou bien sa famille la maudit, je ne sais pas trop. Et puisqu'elle est très attachée à sa religion, elle peut rester dans sa religion et trouver un mari dans sa religion. Je ne sais pas pourquoi il faut forcer. Pourquoi d'abord elle a accepté qu'ils soient ensemble. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous essayez de visualiser chaque jour votre relation avec elle. Après peut-être 6 mois, vous essayez de voir si la personne peut facilement abandonner ce qu'elle fait pour être avec vous. Et quand la personne ne peut pas, vous n'insistez pas. Vous allez jusqu'au niveau, vous traversez toutes les étapes d'une vraie relation et vous voulez maintenant nous dire aujourd'hui que non, si tu ne peux pas te convertir et puis on peut être ensemble. Mais qu'il laisse parce qu'elle ne veut pas faire des efforts. Je pense qu'il y a d'autres femmes ailleurs qu'il peut trouver. Même dans sa congrégation religieuse, il peut trouver des femmes. Il veut quel genre de femme? Il veut une femme qui est comme elle. Peut-être qu'elle a quelque chose que lui n'a pas ou qu'il cherche. Ou alors, parce que si elle a quelque chose que lui il cherche, lui il a forcément quelque chose qu'elle ne veut pas. Très bien. Quand la religion divise en même temps, madame, monsieur, quand la religion ne permet pas aux uns et aux autres qui sont d'obédience religieuse différente de se mettre ensemble, comment résoudre le problème fondamentalement? Je vous aime, vous m'aimez en même temps, oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour se mettre si je suis d'une obédience particulière? Traditionnaliste par exemple, religieux par ailleurs, catholique d'autre part, ou encore, je ne sais pas, musulman. Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre ensemble lorsque la religion nous divise? Charles Membadjou, l'histoire de ce matin vous parle aussi. Elle ne me parle pas. Pour être clair, monsieur Michel, elle ne me parle pas. Vous ne pouvez pas être dans l'armée de terre et vous portez la tenue de l'armée de l'air. C'est pas sérieux. Soit vous êtes dans l'armée de terre et vous restez dans l'armée de terre, soit vous êtes dans l'armée de l'air. Arrêtez ces histoires, on dit que je suis chrétien, mais traditionnaliste. Arrêtez ces conneries, ça, monsieur. Merci, Charles. Arrêtez ces conneries. Merci. Il faut faire un choix. Les ancêtres sont aussi Apocalypse chapitre 3, verset 16 dit: parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Vous croyez à la Bible, vous? Mais je dois illustrer. Je prends juste... Je dois illustrer que même dans la Bible... Je vous la pose la question. c'est la Bible. Vous croyez à la Bible, monsieur Mbadjou? Il a besoin de vous reprendre aux chrétiens. J'ai repris une parole. J'enlève l'huile sur eux pour les frire. La Bible est claire. Je ne veux ni les tièdes, je ne veux ni les chauds. Je veux que tu sois chaud et tu sois froid. Je ne veux pas de tièdes. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Pas de juste milieu. Alors, monsieur Michel, vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un vous dit que je suis protestant, croyant, et je suis traditionnaliste pratiquant. Là, c'est quoi cette histoire? Donc, il va aller au lieu sacré, avant qu'on ne le lave et dire que je suis béni. C'est ça. Avant de partir prendre la Sainte Seine, il va prendre un peu le jujube, il jette dessus pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Non, apprenez à rester chez vous. Apprenez à rester chez vous et rester dans vos éléments. Ne confondez pas. L'eau bénie du prêtre ne sera jamais l'eau de mon lieu sacré. Jamais, monsieur Michel Natou. L'eau de mes lieux sacrés de nature, depuis la création, est bénie. On n'a pas besoin de paroles. Alors que l'eau du prêtre, c'est une eau souillée qui a été transformée.
et qui peut avoir des virus encore à la maison. Donc méfiez-vous. Lâchez-vous. Vous n'êtes pas excessif là? Non, monsieur Michel, je ne suis pas excessif. Je vous dis ce qu'il y a. Il nous frie avec lui. Non, la preuve, je bois l'eau de mes lieux sacrés sans jamais tamiser, ni mettre les cotons comme vous mettez. Mais aux différentes, on met les cotons. C'est vrai, je ne me moque pas, mais je vous dis ce qu'il y a. Donc, à ce niveau, le gars est déjà mauvais, a déjà le fouté, parce qu'il pratique la prostitution spirituelle. Donc il est dans une prostitution, on va dire spiritualo-religieuse ou religieuse. Donc il est prostitué. Lui-même ne sait pas là où il est. Il ne sait pas là où il est positionné. Donc à ce niveau, il ne peut pas dire que je suis chrétien. Non. Il ne peut pas dire qu'il est traditionnaliste. Non. Il est hybride, il est au milieu. Il est au point zéro. Il ne sait pas là où il est. Deuxième chose, quand vous allez rencontrer quelqu'un, monsieur Michel, il sait qu'elle est témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il a appris des témoins de Jéhovah avant de se lancer avec une témoin de Jéhovah? Les hommes. Alors, monsieur Michel, était-ce la beauté qu'il a suivie? Puisqu'il écartait justement ses valeurs. Était-ce la beauté qu'il a suivie? Était-ce le comportement qu'il a suivi? Ou était-ce le principe de, comment vous appelez ça, religiosité? Oui, elle est religieuse, je la suis. Parce qu'il faut savoir quelle est la raison pour laquelle il va vers cette fille. Mais vous vous rendez compte que la fille elle-même donne la solution. Elle, ils se sont rencontrés, c'était pour le bonheur et le sexe. Il n'y a rien au fond religieux dans leur rencontre. Parce que vous allez voir les chrétiens, lorsqu'ils sont ensemble, ici ils sont, bon, on a dit protestants, peut-être l'église évangélique, ils vont faire l'ICJG ensemble, ils vont aller ensemble, ils chantent, ils sont à la chorale Canaan, ou sont à la chorale ici, ils chantent, ils se voient tous les jours à la chorale, après la chorale. Vous voyez, ils participent à une même activité. Quelle est l'activité commune dans leur religion qui les ramène? Jusque-là, je n'ai pas fini. La lecture de la Bible, peut-être. La lecture, et non pas la même Bible. La pratique de Et la Bible. non même pas la même Bible. Premièrement, ils n'ont pas la même Bible. Deuxièmement, même les idéaux, même la façon de prier, la formulation, l'enseignement n'est pas la même chose. Très bien. Donc, à ce niveau, vous vous rendez compte que c'est pour le bonheur du sexe. Vous avez une autre fille qui dit qu'elle est pratiquante. Elle se souvient que ses parents vont être contre, alors qu'elle a déjà forniqué, elle a déjà couché, elle a déjà posé un acte qui ne rentre pas dans le cadre avec Dieu. Donc, vraiment, pour moi, je vous dis, ça ne sert à rien d'être chrétien si vous ne pouvez pas attractivement attirer d'autres personnes, ramener des personnes. Vous avez plein de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, à la différence des Bantous qui sont des Bantous traditionnalistes et qui assument. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour me dire donc. J'arrive quelque part avant de manger n'importe quel repas. Je prends l'eau de mes lieux sacrés, je verse sur la nourriture. S'il y a le poison, ça mousse, monsieur Michel Ngatou. Nous, on a nos principes de vie et on les applique chaque jour et ça marche. Je dors mal la nuit, je verse le sel le matin. Je connais mes règles. En posant ton verre, tu portes, ça se casse. Bien. On vous dira que vous irez en enfer. Pardon? Il y est déjà. Alors, Mbombo Mbenda, quand la religion divise, quand la société se divise pour avoir adopté des religions différentes, déjà importées, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les questions fondamentales de ces divisions? Est-ce qu'on demande, oui, de l'équation adéquate, mais est-ce qu'on demandera aux Camerounais, aux Africains qui nous regardent ce matin, quittez ces religions, revenez à ce que vous êtes véritablement pour mieux vous comprendre et mieux vous situer? Merci que vous avez trouvé la solution. Vous faites quoi là-bas? Que faites-vous là-bas? La religion, dans son essence, c'est une tradition, donc des divisions. Autre chose, tout que ce soit témoin, les autres, ils disent que leur ancêtre c'est Abraham. Les églises abrahamiques, donc, qui ont volé nos textes, ce sont les 42 préceptes de Matthes que Moïse, qui a créé le judaïsme en premier, a traduit en 10 commandements. Et les 42 préceptes de Matthes. Mais ils n'ont pas compris que nous, nos dieux, c'est des représentations ontologiques pour réguler l'harmonie. Or, l'Église, chez eux, eux, ils disent qu'ils sont les descendants de nous, comme Josué. Et nous, dans la mythologie juive, c'est le dieu de la guerre. Donc, la religion ibrahimique, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est ça la tradition chez eux. Même les catholiques et les protestants, en fait, je parle de protestants en général, à notre époque, on appelait Mission protestante américaine qui est devenue Presbyterian Church of Cameroon de l'autre côté et Église presbytérienne camerounaise ici. La mission française et la mission de Bâle qui est devenue Église évangélique du Cameroun, et Native Baptist Convention, Église baptiste et tout.
toutes ces églises-là, ils ne se mariaient pas avec les catholiques dans les années 50-60 et même 70. Et il arrivait que, moi je sors dans un petit village, Sakbaemi, où qui était évangélisé protestant par des Américains. Les familles qui étaient évangélisées catholiques quittaient là-bas pour aller à 30 km en Saint-André pour aller inscrire les enfants. Et il y avait même des chansons qui étaient et c'était partout dans tout le pays et dans toute l'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Donc, je n'aimais pas. Quand ils ont donc créé leur écuménisme, le rapprochement a commencé petit à petit. Et les témoins de Jéhovah sont restés. Vous verrez que c'est une église qui ne s'investit même pas dans le social. Vous ne verrez aucun dispensaire, aucune école et tout, mais ils ne chantent même pas l'hymne national. Les témoins de Jéhovah? Oui, non, tout à fait. Ils ne chantent pas. Donc, ils fonctionnent en communauté. Ils ont leur tradition, comme disait Charles Lamel, et rien ne les approche. Et rien ne Donc, et le drame, justement, pour les Africains, c'est que vous n'allez pas rencontrer une famille qui se réunit. Elle doit dire, non, nous chez les catholiques romains, on fait ceci. Nous, chez les catholiques anglicans, on fait ceci. Nous, chez les catholiques gallicanes, on fait ceci. Nous, chez les catholiques orthodoxes, on fait ceci. Nous, à l'église évangélique, on fait... Donc, vous voyez que personne ne parle de sa tradition-là, à ce moment. Mais comme celui-ci, je lui conseille, ce bonhomme, de quitter le christianisme ou l'église protestante ou d'enceinte cette fille et de revenir à la tradition. Oui. Pourquoi? Parce que justement, il fasse semblant de vouloir les enfants pour faire il fasse semblant de vouloir se... C'est pas moi qui leur ai demandé de se mélanger, comme on dit. Ils se sont mélangés. Apparemment, il semble qu'il enceinte la fille et qu'il a demandé sa main. Et justement, la famille des témoins de Jéhovah sera divisée. Il y aura sûrement un chef de famille qui lui n'est pas témoin de Jéhovah, qui va convaincre la famille à lui donner la femme. Et la femme sera excommuniée des témoins de Jéhovah, ce qui sera une bonne chose pour cette femme. Ouais. Et ils vont vivre. Que lui aussi quitte la religion protestante, qu'il viendra dans la tradition. Et là, maintenant, ils vont se retrouver. N'est-ce pas l'occasion, justement, Bonbon Bengan, de dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même un appel du peuple africain aujourd'hui, en leur disant les réalités sociologiques, spirituelles ne sont pas dans les religions importées. D'abord, la religion se rattache au Messie, au prophète. Or, la spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous. Ces religions-là ne sont pas spirituelles. Ou si vous voulez, il n'y a pas de spiritualité là-bas. Parce qu'en fait, on vous dit, si vous êtes chrétien, et citez un truc, la foi chrétienne, il cite un certain nombre de choses. Voilà, le rosaire, les choses comme ça. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Oh, parce que Jésus a dit, d'abord Jésus leur dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Ils ne savent pas que c'est le vampirisme qu'ils font là. Donc, il faut quitter. Il faut quitter ces églises-là, purement et simplement. Que risquent les Africains? Vous qui comprenez mieux ces questions, que risquent les Africains qui sont entrés dans les religions importées aujourd'hui? Nous avons perdu la science et la technique. J'entends souvent, il y a des gens comme ça, parce que même au soir de leur vie, Engelbert Mveng était obligé. Et le père Hibga, c'est parce qu'on ne peut pas être chrétien et scientifique, ce n'est pas possible. Comme disait Charles Lamel tout à l'heure, tu ne peux pas. C'est dire que là, c'est le dogmatisme. Là-bas, c'est le dogmatisme. Lorsqu'on va donc leur définir, par exemple, Dieu, que c'est l'énergie initiale dont le soleil est la manifestation physique qui éclaire l'univers, il va dire non, c'est la Sainte Trinité. Bon, il va prouver ça comment? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est en réalité pour vous distraire et pour vous frigorifier le cerveau. Donc, on ne peut pas être chrétien et être scientifique. Les Africains, justement, parce qu'ils sont entrés dans ces églises, ils ont perdu la science. Et c'est là où, en réalité, est l'origine de notre retard. Parce que, la science réside dans nos traditions. Le jeune homme dit que ce que Mbombo préconise, c'est exactement ce que sa mère lui a demandé de faire. Voilà, donc il nous regarde pendant que nous y sommes en même temps. Tout à fait.
enceinte la fille, va voir le chef de famille qui est supérieur à mal intentionné. La mère de ce jeune homme-là. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Vos réactions, on les lira tout à l'heure. On sait en même temps que ceux qui nous regardent ce matin peuvent se sentir pour certains choqués. Non, le but n'est pas de vous mettre en colère, mais le but en même temps, c'est d'exposer ces réalités sociologiques et d'essayer de comprendre, bien évidemment, les problèmes qui peuvent l'entourer. Nous parlons de colère à l'instant. Oui, la colère, c'est dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des autres pathologies depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus dans ce pays. À l'ombre du Covid-19, la tuberculose, le cancer, le VIH-Sida, le diabète, l'insuffisance rénale, le choléra, la rougeole et le paludisme continuent de tuer tranquillement, au dit de certains experts de la santé qui se posent des questions sur l'organisation du ministère de la Santé par rapport à la gestion de la Covid-19. Notre ministre de la Santé est devenu ministre Covid-19. Bravo. La maladie star a même une plage horaire permanente dans l'ensemble des journaux de notre tam-tam national. Il n'y a pas d'insuline pour les diabétiques, pas de kit de dialyse pour les hémodialysés, pas de médicaments pour les tuberculeux et bien d'autres médicaments nécessaires à la prise en charge d'autres pathologies. Les constats sont là. Silence, bouche cousue. Priorité des priorités, la Covid-19. Pas besoin d'en faire un drame, encore moins des reportages. On est déjà assez pris avec la Covid, vous répondons, depuis que l'on sait qu'il y a une deuxième variante. Savez-vous que depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19, ces trois épidémies, à savoir le choléra, la rougeole et le paludisme, ont fait plus de 2130 morts. Ce n'est pas moi qui le dis, confèrent les experts du ministère de la Santé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'important était tourné vers la chloroquine. Importer au maximum, négliger les autres molécules pouvant aider ou contribuer à soigner les autres maladies. Comment comprendre que la survenue de la pandémie à coronavirus ait paralysé la prise en charge des malades atteints de maladies incurables? D'une part, ceux qui fuyaient de peur qu'arrivés à l'hôpital, on va les taxer de coroniens, d'autres qui allaient à l'hôpital et se retrouvaient contraints de prendre d'autres traitements parce que les symptômes étaient assimilés à coronavirus. Comment comprendre que dans les formations sanitaires, le personnel s'est plus concentré sur le coronavirus que les autres pathologies? Comment comprendre que même les budgets alloués ont plus été orientés vers la prévention et la lutte contre le coronavirus au détriment des autres pathologies qui n'ont plus vu les approvisionnements? Grave. À ce jour, l'ensemble des centres d'hémodialyse de ce pays se trouvent dans l'obligation de fermer du fait de l'obsolescence, mieux des pannes des appareils techniques. Bamenda, Bertois et Marois sont inscrits dans cette liste. Au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bertois, Marois et Bamenda, la fermeture prolongée depuis presque 6 mois a automatiquement engraissé les circuits d'eau avec le calcaire. Comment comprendre que les responsables du ministère de la Santé n'arrivent pas à approvisionner le centre d'hémodialyse en consommables qui permettront à ces machines de fonctionner et donc à ce centre de faire ce pourquoi il a été créé, sauver des vies? Pourquoi n'arrive-t-on à ce genre de situation? Avez-vous appris qu'en France, on a négligé ceux qui avaient des maladies rares? Avez-vous appris qu'aux États-Unis, on a négligé?
Oui, les budgets ont été concentrés, mais chaque département fonctionnait à plein temps. Qui va donc endosser ces morts inutiles dans ce pays? Pendant que le Rwanda, la Tanzanie, le Mali ici à côté travaillent sur la transplantation des reins, des organes, nous au Cameroun, on met encore parce qu'on ne parvient pas à faire des dialyses. Comment interpréter la rupture des antituberculeux qui perdurent sous silence? Ils ont choisi un fonctionnement procédé par rationnement. Rationnement de 2 semaines, rationnement d'1 semaine, on donne un peu, on libère les premiers, on donne un peu, on essaie de contenter tout le monde, les cas les moins graves, on joue. Comment comprendre l'abandon des malades souffrant de tuberculose depuis des mois et sans traitement du fait de la priorité réservée à Covid-19? Qu'est-ce que Covid-19 a fait pour que tous les budgets y soient alloués et concentrés? Peut-être allons-nous indexer du doigt le chef de l'État parce que dans l'un de ses discours, il avait demandé la priorité. Mais avait-il demandé qu'on abandonne les autres pathologies? Point d'interrogation. La région de l'Extrême Nord totalise environ 3615 malades de tuberculose. La réaction est claire de ce côté. On m'a demandé de repasser lundi, voir si on peut me trouver mon traitement. Une rupture de stock qui ne dit pas son nom. Savez-vous qu'à l'extrême nord ou dans le grand nord, certains sont obligés de traverser pour aller acheter les médicaments au Tchad, voisin. La rupture a causé beaucoup de dommages. Laissez votre numéro, on va vous appeler s'il y a un nouveau stock. Que dit alors des malades atteints de VIH-Sida dans ce pays qui souffrent d'une rupture d'ARV depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19? Là-bas encore, c'est un autre cas assez exceptionnel. À Yaoundé, plusieurs responsables des unités de prise en charge admettent qu'ils ont décrié la rareté, mais on a dit silence. Pour certaines molécules, les stocks de sécurité d'au moins 3 mois que l'on devait garder en cas de besoin ont totalement été épuisés. Silence, taisez-vous. Cela pourrait être comme Fantomas, le titre d'un film, Fantomas de chaîne, mais hélas, c'est la réalité sur le terrain. Comment comprendre ces négligences du gouvernement? Dans son même lot, la rupture des stocks dans plusieurs pharmacies d'insuline. Nous étions au mois d'avril 2020. Imaginez-vous, les efforts des patients trouvaient une seule réponse. Nous n'avons pas de stock d'insuline à cause de la pandémie à Covid-2019. D'une part, on a accusé la fermeture des frontières, le confinement dans le pays d'où provenaient les stocks, mais aussi la relégation au second plan dans la production de certains produits. Mais est-ce que l'un explique l'autre dans un pays qui évolue avec des prévisions? Le constat fait sur le terrain, c'est que nos ministres, ou notre ministre a passé plus son temps sur le terrain que de procéder au travail à se rassurer que toutes les autres pathologies n'auraient pas de problème. On va le dire, quand on fait des stocks de sécurité dans ce pays, le Cameroun compte plus d'1 million de diabétiques et un taux de prévalence de 6%. Parmi eux, 10% sont insulinodépendants, soit 1000. Que dit donc pour chuter de l'oxygène dans nos hôpitaux? La majeure partie de nos hôpitaux n'ont plus d'oxygène. On a dit la priorité, c'est même les stocks existants sont réservés à Covid-19. Bravo. Bravo au ministère de la Covid-19. Certainement devant le petit écran et qui se pose 1000+1 questions. Finalement, à toi abandonner cet homme malade aux dépens du Covid-19. Comment vous l'acceptez aujourd'hui? On va également, entre autres, quand même, saluer peut-être les engagements pris au courant de l'année 2020. Mais en sommes-nous justement sortis de l'auberge? Quand on sait qu'à côté, effectivement, il y a plein d'autres pathologies qui ont été carrément et totalement abandonnées. Le Cameroun est-il bien géré? Le ministère de la Santé publique prend-il à bras le corps ces réalités? En est-il capable de donner satisfaction aux Camerounais dans leur globalité? Est-ce qu'on peut justement dire que l'image du ministère de la Santé publique aujourd'hui au Cameroun est d'autant plus reluisante à la suite justement de ces nombreux manquements et ces frasques en même temps? Merci à vous de donner vos avis et surtout d'apprécier l'attitude du ministère de la Santé publique camerounaise aujourd'hui face à l'abandon de certaines pathologies. Bon Bengan Kandji, on a peut-être vu beaucoup d'argent,
On a peut-être vu beaucoup de financements extérieurs, on a vu des Prado, on a vu tout ce que le Covid devait drainer. On a abandonné certainement d'autres pathologies pour s'y faire et se remplir les poches, on peut bien dire. Oui, mais absolument. Absolument. On s'enrichit dans notre gouvernement à travers des programmes. Vous voyez, qu'on a différencié, qu'on a réparti. On vous dit programme de médicaments essentiels, programme paludisme, programme ci, programme ça. Donc, il n'y a rien. À la limite, on a privatisé la santé au Cameroun. Et c'était, j'allais dire, on voyait ça venir. Depuis le moment où le renouveau a refusé ou alors a changé l'orientation de la santé au Cameroun de l'hôpital. L'hôpital a pour vocation à administrer les soins et à faire des recherches. Charles Hamel a cité d'autres pays où on possède déjà transplantation des organes. Le Mali. Parce que là-bas, on privilégie la recherche. Et la santé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'histoire du jour, c'est qu'en Afrique, on fait des recherches. La santé, c'est la science, c'est une science exacte. Quand on dit on soit un Covid, on vous dit par exemple que c'est une grippe qui est méchante, il nécessite un antipaludéen, un antibiotique et de la vitamine C. Et il faut les chercher. Dans notre pays, le renouveau a donc tout saccagé. Comment on organise la santé dans un pays? Il y avait des centres, des grandes endémies. Il y en avait, si je pense au marché Congo, non là. Et la cantine, vous avez vu, il y a un service à part qui s'occupe de la pneumologie. Les maladies du cœur, dont on dit les tuberculeux et tout. Donc c'est comme ça qu'on est. Et il y avait un autre département qu'on appelait la santé communautaire. Donc on disait comme ça. Voilà comment, quand on parle même de plateau technique, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que vous entrez dans un hôpital, vous dites je vais pavillon ou service pédiatrie, vous trouvez tout le nécessaire là-bas. À un moment, qu'est-ce qu'on veut pour les enfants qui viennent de naître? Quelles sont les pathologies qu'ils ont souvent? Les pieds comme ça, les becs de lièvre et tout. Donc c'est là, à ce service-là, des néonatologie, des solutions. Voilà, dans ce département de, comment j'ai appelé ça, où on appelle des néonatologies qu'on refait. Et quand on affecte, on continue les recherches plus tard, ou dans des CHU. Or, nous avons 8 universités d'État. On devait avoir au moins 8 centres universitaires, centres de santé universitaires. CHU. Accordé à la recherche. Oui, entre universités. Or, on n'en a pas. Apparemment, nous n'avons qu'un seul CHU à Yaoundé qui est dans un état de délabrement avancé. Ça veut dire qu'on a abandonné la santé. Il n'existe pas de politique cohérente de la santé dans notre pays. Sous Maman Fouda, nous sommes restés 3 mois. On n'a pas pu administrer les vaccins, les BCG aux nouveau-nés. Vous pouvez imaginer ça? Or, le vaccin BCG était mis en place au Vietnam pendant la guerre. Donc, les Vietnamiens avaient leur vaccin BCG. Quand les Américains procédaient par bombardement avec les B-52, et ils mettaient leur vaccin en place. Mais nous, on n'était pas en guerre, mais on n'a pas pu vacciner nos enfants. Au point où on a même épuisé les stocks de sécurité, donc ce qui était en réserve. Ça veut dire qu'on a tué la santé dans notre pays. Et on a transformé l'hôpital comme une entreprise qui doit rapporter les résultats, les chiffres en fin d'année. Un pédiatre aujourd'hui, par exemple, l'extrême nord n'a que 2 pédiatres. On venait même de les affecter, il est resté une pédiatre là-bas pendant des années. Non, on a donc abandonné. Covid est seulement venu mettre à nu. On va quand même être sérieux. Si tout l'extrême nord du Cameroun a un seul pédiatre, ben il faut bien vérifier l'information quand même. Tout l'extrême nord du Cameroun a un seul pédiatre. Ils nous écoutent. Oui, on vient d'affecter une deuxième semaine. Je ne cite pas les noms, je les connais très bien. Non, écoutez, on regarde la caméra et on demande à nos compatriotes qui sont à l'extrême nord du Cameroun, vous nous rassurez qu'à l'extrême nord, il y a un seul pédiatre?
Maintenant, on te dit deux. Bon, on a deux pédiatres pour toute la population de l'extrême nord et toutes les femmes qui vont accoucher, etc. Rassurez-nous hein, sur la page Facebook. Oh, voilà donc l'entourloupe. L'entourloupe, si je vais utiliser votre français compliqué. Mais nous, dans le français que moi je connais, je parle du banditisme politique. On vous dit qu'il existe un secrétaire d'État à la santé chargé des endémies, les grandes endémies. Donc, en principe, que Covid soit là ou pas, on n'aurait pas dû abandonner. Voilà. Dernièrement, quand on a commencé à parler de choléra, le délégué régional de la santé publique pour le littoral, lui qui était là, venait d'être affecté, il dit: que faites-vous avec les chiffres? Vous voulez quoi avec? Mais nous dites, mais docteur, c'est des chiffres, nous voulons. On se nourrit des chiffres. Non, on dit donc, laissez-nous les trucs des chiffres. Donc, même le choléra, on ne parvient pas à juguler. Or, le choléra, c'est quoi? C'est une maladie de la saleté. C'est une maladie de la saleté. Donc, en fait, le gouvernement amène les Camerounais à dire que donc, vous êtes sales. Or, c'est le gouvernement qui a sali le Cameroun. Et la preuve, même le choléra ne parvient pas à juguler. Donc, on a abandonné la politique de santé. Or, on est venu dire, non, les PMI, programmes maternels et infantiles, on transforme ça, et même les dispensaires, on vous dit non, ça devient centre de santé intégré, ça devient hôpital de district, ça devient hôpital d'arrondissement. Attendez, et qu'est-ce qui accompagne donc ça? Alors que hier, quand on était avec nos PMI, nos dispensaires, nos ceci, précisément parce qu'il y avait une politique, un embryon de politique de santé. Et vous accusez le renouveau, vous dites que le renouveau a tué le système de santé camerounais. Absolument. Madame, Monsieur, quelle appréciation vous en faites effectivement du système de santé camerounais aujourd'hui? On sait en même temps que vous êtes très nombreux à nous regarder de l'autre côté. Vous n'établisserez peut-être pas de comparaison entre l'Europe et l'Afrique, notamment le Cameroun. Peut-être oui, peut-être non. Pourquoi pas en même temps? Mais est-ce qu'on va dire que c'est raisonnable que dans un pays comme le Cameroun, que l'on s'oublie à d'autres pathologies qui peuvent véritablement nuire plein de Camerounais pour ne s'intéresser qu'au Covid-19 qui est, selon certains experts, moins dangereux que ces nombreuses pathologies, notamment le choléra aujourd'hui. On attendra vos différentes réactions, mais surtout l'émission se poursuit. Une petite pause s'impose, mesdames, messieurs. À tout de suite. Présent sur nos antennes après cette pause marquée sur 10-12 le Zénith. Nous sommes au Zénith en même temps et nous croyons qu'avec vous, nous tenterons de mieux comprendre la réalité qui gravite autour du Cameroun. Qui a tué le policier Tapa qui officie à la délégation générale de la sûreté nationale, notamment au service de la communication, qui était journaliste également à Yaoundé. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, qu'il y ait une insécurité grandissante dans la capitale politique et camerounaise aujourd'hui? Que nous disent les enquêtes véritablement de cette mort qui choque plus d'un quand même à Yaoundé? Pourquoi laisser autant de petits bandits faire le tour de cette capitale politique et surtout mettre en mal les vies des populations? L'actualité fait battre le cœur de plein de Camerounais, notamment dans la ville de Yaoundé aujourd'hui. Comment la police peut être victime aujourd'hui d'une tuerie de trop quand même pour ce journaliste, photographe, notamment homme de médias et qui officiait à la délégation générale de la Sûreté nationale à Yaoundé. On en profite encore ce matin pour adresser toutes nos condoléances à la police camerounaise. Revenons sur le sujet de la colère exprimée ce matin par Charles Amen Bachou. Au-delà des pathologies bien connues que le ministère de la santé publique ait choisi de s'arrêter uniquement sur les résolutions liées au Covid-19. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses en même temps? Comment en sortir? Mais surtout, le chiffre de 2139 morts. 2130 morts au Cameroun, oui. Des personnes qui sont parties à la suite de différentes autres pathologies. Choléra, rougeole, paludisme. Voilà. Choléra, rougeole, paludisme. On n'en fait pas écho et pourtant, c'est des morts de trop. Karine Santia. Au début de la contamination au Cameroun, on a assisté à une désorganisation du système de santé et de la prise en charge. On a vu comment les patients, lorsqu'ils arrivaient dans les centres de santé, étaient orientés et parfois même recalés. Ici à la Kentini, parfois, ils étaient introduits dans une salle lorsqu'ils venaient pour faire seulement le test. On les mélangeait tous dans une salle avant de procéder aux examens. Et si on n'arrivait pas sur vous, certains devaient revenir après. Vous voyez que seulement ça était déjà un cadre propice pour que celui qui souffre
du palu soient contaminés par la Covid-19, par exemple. Ça faisait que même les malades et les potentiels patients avaient peur de se rendre dans les centres hospitaliers particulièrement publics, parce qu'ils se disaient qu'à tout moment, on pouvait dire que c'est la Covid-19 que vous avez, alors qu'en quittant de la maison, vous n'aviez pas de symptômes. Par exemple, lors du discours à la nation du président de la République le 19 mai 2020, il a dit, je cite, « La crise sanitaire exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins, surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes de développement. Devant l'épreuve, notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. Il doit être de même pour le programme habituel de vaccination. » On a dit qu'il était efficace, c'est bon? Il a dit qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que pour lui, c'était efficace. Les rapports que lui, il a disent que son système de santé est efficace. Les rapports que lui, il a, en tant que chef d'État. Voilà. Disait que le système de santé est efficace. Dans ce discours, on comprend très bien qu'il invitait le personnel de santé et autres à ne pas abandonner les autres pathologies. Ce qui veut dire que, avec ou sans la Covid-19, les patients souffrant de paludisme devaient toujours être pris en charge. C'est pourquoi vous avez vu qu'après son discours, il y a eu un démembrement des centres de prise en charge contre la Covid-19, des centres spécialisés ou des camps qu'on avait aménagés pour prendre en charge les patients. Sauf que cela n'a pas empêché que les malades d'insuffisance rénale manquent de kits pour être pris en charge ou que leurs machines continuent à être en panne jusqu'ici. C'est pourquoi vous comprenez que certains disaient qu'ils ont été abandonnés. Monsieur Mathieu aujourd'hui dit que les malades des autres maladies, les malades souffrant d'autres maladies ont été abandonnés justement parce que pendant la Covid-19, tout ce dont on a entendu parler, c'était Covid-19, Covid-19, Covid-19. Et pourtant, en même temps, les gens ont commencé à souffrir et à mourir de choléra, à mourir de rougeole et autres. On a parlé totalement de Covid. Même les communications du ministère de la Santé étaient orientées. Il y a même eu une page qui a été créée par le ministère de la Santé pour donner des informations à temps réel de la Covid-19. Au niveau communication, on a tué la communication sur les autres pathologies parce que ce n'était même plus le ministère de la Santé qui nous disait que des gens sont atteints de Covid ici, là, ou encore des gens sont atteints par exemple de parlait comme de catastrophe, non, car c'est quand même une catastrophe sanitaire. Donc, justement, et du coup, parce que c'est une catastrophe, parce il y a une communication particulière. Oui, il y avait une communication particulière qui a atténué et même tué les autres communications par rapport aux autres pathologies. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce que chez vous, on a beaucoup mangé parce qu'il y avait la fête, que chez le voisin, il doit attendre que vos couvercles arrivent, vos plats arrivent chez lui pour qu'il ait à manger. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi je dis que au niveau communicationnel particulièrement, on a atténué. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est parce que on avait eu les dons de l'OMS, de l'OMS, Monsieur Bachou, de véhicules, de véhicules d'urgence. Covid apporte l'argent. Voilà, Covid a apporté l'argent. Mais où sont alors passés les fonds qui étaient alloués dans le budget de la nation pour lutter contre le sida, pour lutter contre la tuberculose, pour lutter contre les autres maladies? Où est-ce que c'est le cancer, le diabète? Plusieurs pathologies plusieurs malades en ont souffert et la plupart même aujourd'hui sont décédés. Et ce qu'on a vite fait de faire dans notre système, c'est que on a assimilé tous ces patients-là au mort Covid-19. Bien dommage. Mesdames et messieurs, on aura peut-être le sentiment qu'il y a une cabale contre le ministre de la Santé publique, que non, nous restituons simplement les faits, tout en respectant également les travaux qui sont faits sur le terrain. Mais les Camerounais semblent jusqu'à présent ne pas être satisfaits par la qualité du rendu et nous continuons à interpeller l'administration et notamment le ministère de la Santé publique qui depuis quand même des mois connaît, on va dire, des mouvements importants en son sein, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui est toujours pointé du doigt. Abandonner ces pathologies, Dominique Audrey, aujourd'hui, est-ce qu'il est urgent, et dit très urgent, que le ministère de la Santé publique s'évertue à résoudre au plus vite les questions portées sur ces malades-là, concernant ces pathologies? Bien entendu, logiquement, puisque
Parlons par exemple du paludisme. Il y a eu sensiblement 5 programmes qui allaient de 2002 à 2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2014, 2018 et le 5e programme 2019-2023 avec des budgets à l'appui pour censé lutter contre le paludisme, si je ne me trompe. Entre 2013 et 2019, c'était 20 milliards qui ont été alloués au ministère de la Santé publique pour lutter contre le paludisme. Maintenant, je me retourne vers vous. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre secteur, votre quartier. On n'a pas vu. À part peut-être les moustiquaires. On a distribué les moustiquaires imprégnés. D'autres ont pourri dans certaines formations sanitaires. Cette année 2020. Alors que justement, là, ça permet de dire, moustiquaire, c'est quand on dort. Quand on est au salon, on fait comment? Quand combattre le paludisme, justement, veut dire que c'est on commence dans son environnement. Voilà. Et maintenant, pour l'année 2020-2023, le ministère de la Santé avait demandé, du moins à temps, un budget de 280 milliards pour pouvoir éradiquer le paludisme au Cameroun. Toutes ces années, tous ces différents programmes qui sont allés de l'année 2000 à 2023 avaient pour but de réduire de 60% la morbidité liée au paludisme en 2015. Et passé 2015, il fallait réduire moins qu'avant 2015. Donc ici, sur le terrain, rien n'est visible. On continue, comme Père Mbomboka a dit, d'avoir la saleté aux alentours de nos maisons avec nos différents quartiers qui sont devenus des dépotoirs parce que les sociétés en charge du ramassage des ordures ne viennent pas. Conséquence, on a des moustiques à foison tout autour de nous. Moi, j'ai choisi d'aller un peu au Nigeria et voir quelle est leur politique de santé en termes par rapport au paludisme là-bas. Et rendez-vous compte que par rapport à la saison des pluies, le Nigeria met sur pied une politique pour pouvoir protéger ou bien traiter les enfants de 3 à 5 ans. Ici, le paludisme est censé être soigné gratuitement pour certaines catégories. Je ne voulais pas lu simple. Maintenant, s'il y a des traces de typhoïde, non, là où il y a déjà les traces de typhoïde. On dit les palus simples sont soignés gratuitement. On les soigne gratuitement au Cameroun. C'est à l'hôpital qu'on attrape plus le palud. Allez à l'hôpital, dans n'importe quel hôpital, à partir de 18h, vous verrez l'armée des moustiques. Les moustiques à l'hôpital ressemblent aux chatons. Au Nigeria, on appelle ça... Les moustiques de 35 ans. On appelle ça la chimioprévention. Dont les enfants entre 3 et 5 ans, on les prend en charge pour qu'ils ne puissent pas avoir le paludisme. Parce qu'à cet âge-là, on meurt facilement de cette maladie. Donc, à côté de ça, le Nigeria a une politique. On traite à l'artisanat par injection les personnes malades de paludisme. Bon, ici, là-bas, c'est une stratégie qui est connue de tout le monde. Mais chez nous, on vous dit juste programme national, stratégique, machin, truc de lutte contre le paludisme. On a des programmes nationaux de vaccins, etc. De poliomyélite. Mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui que avec l'arrivée de la Covid-19, plein d'Afrique, plein de Camerounais ne font véritablement plus confiance aux hôpitaux aujourd'hui. Et c'est aussi un problème quand même, non? Pas à saluer ça. Parce que, voilà, je connais le cas de quelqu'un qui a eu un paludisme. Il dit qu'il a commencé à avoir un peu la fièvre et tout. Il se ramène à l'hôpital pendant qu'il y a le truc de corona. Là, lui, il dit qu'il savait que c'était le palu. Mais arrivé là-bas, on lui a dit non, fais d'abord le test. Comme tu chauffes là et ta température et la fièvre et tout, c'est le corona. Il a préféré partir, lui, parce qu'il savait qu'il n'avait pas le corona. Il n'a pas été en contact. Il y a cette peur-là qui a fait que beaucoup de gens sont morts aujourd'hui dans leur domicile parce qu'ils avaient peur de contracter la maladie là-bas. Moi, j'aimerais parler aussi du choléra. Madame Linda Esso, sous-directrice de la lutte contre les épidémies, a annoncé qu'il y a eu sensiblement 1500 cas de choléra, dont 69 morts au Cameroun. Et Mbomboka l'a dit. En 2020? Oui, c'est une question de saleté. Et à côté de ça, il y a la promiscuité. À ce moment-là, on parle de l'urbanisation parce qu'aujourd'hui, à Douala, par exemple, on traverse le salon de quelqu'un pour aller chez lui. En 2018, l'ambassade d'Israël au Cameroun, notamment à Yaoundé 6, a présenté une nouvelle technologie
qui permettaient de potabiliser l'eau. Et ils ont annoncé à cette époque-là qu'ils distribueraient ces machines-là, cette technologie, dans des communes qui étaient dans le besoin. De 2018 en 2021, moi, j'ai jamais entendu parler de ça à Douala. J'aimerais savoir, est-ce que Israël n'a pas dit la vérité ou bien alors on a distribué et on n'a pas remis ça à nos différentes communes? J'aimerais comprendre. Et les cas de choléra aujourd'hui sont accentués au niveau de Kribi, au niveau du nord, du sud-ouest, du sud, du centre et du littoral, parce qu'on a un problème criard d'eau, il y a un problème avec les latrines et il y a également les aliments souillés que nous consommons. Et je terminerai, Monsieur Ngachou, avec le cas de la rougeole. Est-ce qu'on a assez liquide quand même aujourd'hui pour faire assez de... comment dire ça, de prévention, je ne sais pas si le mot est à sa place en même temps. Prévenir quoi? Assez de consultation, voilà. Oui. Est-ce qu'on a assez d'équipes pour pouvoir mieux consulter les malades de Covid-19 aujourd'hui au Cameroun? C'est bien dommage. Mais il va falloir quand même dire que, au-delà de ces réalités, Dominique Audrey, le ministre doit se réveiller très vite. Le ministère doit se réveiller très vite. Hyper vite, surtout avec les cas de rougeole, voilà, Michel Ngachou. La rougeole je vais terminer par là. Les gens ne le savent pas, mais la rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses du monde. Ouais. On semble généralement négligé. C'est plus sensible chez les enfants entre 0 et 5 ans et plus grave chez les personnes âgées de plus de 20 ans. Rendez-vous compte que les personnes mortes ou bien atteintes de rougeole au Cameroun sont à 50% des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Bon, l'a mentionné, on a eu une pénurie de vaccins ici. Et le plus grave, c'est qu'en mars 2020, l'OMS a demandé qu'on suspende d'abord les processus de vaccination parce que ça ne respectait plus la distanciation sociale et tout ça. Donc maintenant, le programme élargi de vaccination au Cameroun a annoncé qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées au Cameroun en 2020 par la rougeole et il y a eu énormément de décès. Il y a eu Kribi, il y a eu Gashiga, il y a eu Beta-Reoya, il y a eu Ngaoundal et il y a eu Hawaï. Donc M. Manaouda Manachi a fort à faire parce qu'aujourd'hui, on a réduit le coronavirus à une grippe et maintenant, il sera impératif qu'il reprennent les dossiers parce qu'on a l'impression qu'il dort un peu, il s'est endormi, on s'est caché derrière le corona pour ne rien faire. Le ministère a des démembrements. L'homme de Truy, comme on est souvent en train de fuir les problèmes. Lui-même, il avait dit oui. L'homme de Truy est en train de fuir les problèmes en ce moment parce qu'il y a le député Jean-Michel Ninche qui ne lâche pas. Le ministre. Et c'est assez compliqué quand même. Il ne pas fuir. Voilà. Parce qu'il est le ministre. Il avait dit oui, non? Hein? Il avait dit oui. Il a défendu son budget, non? Il a défendu son budget. Alors. Merci beaucoup. Comment il va fuir ses responsabilités? Allez, bon, mais fondamentalement, Chalamel, vraiment pour qu'on sorte de ce sujet, véritablement cette colère d'ailleurs exprimée ce matin, quelle est justement la perception du peuple camerounais sur, j'ai envie de dire, les manquements de ce ministère aujourd'hui par rapport à ces pathologies? Comment doit se comporter en fait le peuple et qu'est-ce qui doit se faire au plus tôt aujourd'hui de votre point de vue? Monsieur Michel Ngachou, si pendant que vous êtes en train de manifester dans la rue pour une revalorisation de votre salaire et que juste à côté de vous, vous avez un malade de diabète et d'insuffisance qui est en train de manifester, vous restez encore dans la rue? Répondez-moi, vous restez encore assis dans la rue? Vous rentrez vous coucher en disant que je croyais que pour moi c'était grave, mais t'as pas grave, rester dans la rue. Voilà ce à quoi on assiste au Cameroun, monsieur Michel Ngachou. Non, mais lorsque vous tombez chez un malade, il faut toujours assister. Parce que je vous dis, j'ai essayé de mettre sur une balance. Oui. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de chiens dans le village que le chasseur va mettre le grelot sur le bout du chat. Très bien. Donc, monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas parce qu'il y a eu coronavirus que désormais, les ministres fonctionnent comme si ils sont dirigés par un gourou, excusez-moi l'expression, par un gourou qui dit montez comme ça, tout le monde se met à monter. On oublie les priorités. Mais regardez que communication, Covid, relations extérieures, Covid, défense, Covid. Tous les ministères étaient conduits en Covid. Avec un budget spécial Covid, monsieur Michel Ngachou. Premier ministère. Et que c'est alors la Covid qui a tué la majeure partie des personnes? Que non. On s'oriente vers des programmes et des objets stériles, je suis désolé de vous le dire. J'ai approché la direction de l'approvisionnement, M. Michel Ngachou, dans cette colère. J'ai approché la direction de la coopération au ministère de la Santé. Il m'a répondu, je vous cite,
aucune formation sanitaire n'est en rupture totale, mais il y a des tensions. C'est ça le terme. Des tensions de quoi? En français. Donc il y a des tensions. En trésorerie, sanctions humaines. Je vous dis, il n'y a pas de rupture totale, mais il y a des tensions. Donc essayez de comprendre que nous cherchons à gérer ces tensions avant d'y arriver. Mais c'est un aveu qu'il y a une rupture, un manquement, M. Michel Ngachou. Permettez-moi de vous citer, M. Michel. Est-ce que vous savez que l'extrême nord, dans certains hôpitaux à l'extrême nord, sont en rupture totale? Je prends la zone de Kousseri. Beaucoup de malades, les médecins qui sont là-bas demandent aux patients d'aller acheter au Tchad. Quoi, tous les médicaments? Allez acheter, mais je vous assure que quand ça ne va pas, les gens traversent pour aller acheter au Tchad. D'autres vont jusqu'au Soudan acheter. Vous allez laisser attendre Yaoundé. Monsieur Michel Ngachou, selon le rapport annuel sur le dépistage de tuberculose au Cameroun, 23 741 Camerounais souffrent de tuberculose. 5% de ces cas sont des enfants de 0 à 14 ans. La région de l'extrême nord, les villes de Yaoundé et Douala représentent 45% des cas dépistés, toutes formes confondues. Extrême nord 3241, Yaoundé 3812, Douala 4506 patients. Alors calculez. Calculez, monsieur Michel Ngachou, que pendant toute la période de Covid, vous arrivez à l'hôpital, on dit que non, c'est les molécules de stabilisation qu'on a. Tenez, il n'y a pas encore le traitement, prenez, ça stabilise juste. Vous arrivez dans tel, on vous donne pour 2 semaines, vous arrivez. Donc, ils ont procédé par une répartition technique et stratégique. Vous n'avez pas tout le traitement, mais vous avez une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Vous ne vous donnez pas la possibilité de décrier cela. Autre chose, monsieur Michel Ngachou. Il faut dire quand même que ça remonte à 1985 qu'on a effectué la première dialyse au Cameroun. La toute première dialyse, monsieur Michel Ngachou, c'est fait en 1985. Jusqu'en 2020, ça fait combien d'années? 36, 21, 36 ans. Dites-moi, monsieur Michel Ngachou, on a ouvert des centres de dialyse fantômes. Ben, toi, dans quel état? Pas de kit de dialyse. L'hôpital militaire de Yaoundé est dans quel état? Inauguré à grand frère, mais n'a pratiquement jamais fonctionné. L'hôpital à Quintini, dont la salle mais c'est chip, censé abriter les machines, restent désespérément vides. Vous voulez qu'on vous cite en termes de Dieu? Mais on se dit, on vous dit qu'on est en train de naviguer. Même les générateurs, les équipements du centre de dialyse de Marois devraient être renouvelés depuis. On n'a pas pu renouveler, monsieur Michel Ngachou. À cause de quoi, dit-on? La pandémie à Covid-19. Dès que vous soulevez un sujet, on dit, oh, la pandémie est arrivée. La pandémie est arrivée. Même les ARV. Vous riez, mais monsieur Michel Ngachou, ne riez pas. N'oubliez pas aussi que le Cameroun, à côté de ça, est défaillant. N'oubliez pas, auprès de l'OMS, les fonds du Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Cameroun ne paye pas ses cotisations. Le Cameroun a une dette de cotisation annuelle statutaire pour la période 2015-2019 auprès de l'OMS était évaluée à 36 millions de francs par an. Et le Cameroun totalise plus de 144 millions de francs CFA d'aérés auprès de l'OMS. D'un pays. Vous vous attendez à ce qu'on vous livre les médicaments? Si vous êtes à ce niveau, vous ne parvenez pas à faire. Vous avez des menaces de suspension en termes de subvention pour plusieurs produits au Cameroun. Donc vous vous rendez compte qu'on est en train de naviguer pratiquement en ville. Au lieu que le ministre se batte à payer les cotisations, qu'à descendre sur le terrain, il y a du travail, monsieur Michel Ngachou. Pendant ce temps, vous avez vu, on a parlé de 20 000 kits de réception. Regardez les hôpitaux. Les gars sont en train de se mourir. Employons l'expression honnête, ils se meurent. Tuberculose, paludisme. Bon, Dominique Audra a développé le cas du paludisme, mais pour les maladies incurables, monsieur Michel Ngachou, j'estime que le chef de l'État ne devrait pas faire une chose pareille. Vivement qu'il rappelle son ministre de la Santé et qu'il lui dise, nous sommes à quel? La santé. La santé. Mais rappelez-vous, hier encore sur le plateau de Kinox Soir, je pense que c'est Jimpo, je pense bien, qui soulevait la question des hémodialyses en disant que le chef de l'État avait donné les instructions au ministre Manaouda Maladie. Mais regardez ce qui se passe avec les gars des hémodialyses. Regardez ce qui se passe avec les gars qui ont la tuberculose. Regardez, vous avez vu le combat qu'il y avait eu entre le délégué régional lorsque nous avons dit ici qu'il y avait un souci avec les différents médicaments. Quelques semaines après, on a dit, venez voir, c'est au port, c'est déjà au port. Vous gueulez pour rien. Voilà. Mais entre-temps, combien de personnes sont tombées? Trop de morts inutiles au pays, dans ce pays. On vous dit merci, monsieur Mbachou. Merci également à vous qui nous regardez ce matin. Le Cameroun est formidable. Devrait-on vivre seulement et regarder, ou devrait-on penser à des réelles actions pour amener le Cameroun à changer?
Avons-nous le sentiment, mesdames et messieurs, que le Cameroun semble être tenu par une caste de personnes qui le dirigent à sa guise, en fait ce qu'il veut, sachant qu'on a un peuple en réalité amorphe qui ne demande pas des bilans de tout ce qui peut être mené comme action à son endroit. Comment peut-on expliquer qu'avec la colère de ce matin, que l'on sache en réalité que nous avons les députés de la nation qui certainement dans les jours à venir vont se retrouver à nouveau à l'hémicycle de Ngouaïkele pour redébattre encore sur les questions du budget de 2022 sans pour autant se poser la question de savoir qu'avons-nous fait du bilan de l'année écoulée. Mais maintenant, au-delà de la santé, peut-être nous parlons sur ce plateau, mais pensons-nous à ceux qui sont dans ce qu'on appelle entre guillemets l'arrière-pays, qui n'ont pas de soins de santé adéquats, qui n'ont même pas de points de santé, si vous voulez, de dispensaires ou encore de PMI minimalement. Les réalités camerounaises sont quand même assez graves. Que l'on est toujours en droit de se demander, est-ce que le Cameroun est gouverné? Est-ce que les Camerounais se sentent heureux avec ce gouvernement? Mais surtout, est-ce qu'on peut se dire que le renouveau a apporté effectivement à la santé, un plus à la santé des Camerounais aujourd'hui? Les messages, madame, messieurs. Karine Sontia, nous les lisons et nous les écoutons. Jeannette Michael, le problème avec la gestion du Covid est que tous les dirigeants africains veulent faire comme les Occidentaux, même dans la communication sur le Covid. Pourtant, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes dans les différents pays du monde. On confine en Europe, les pays africains confinent pareillement. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même en Europe, les mesures anti-Covid sont très critiquées dans la population, même si les masses médias n'en parlent pas. Effectivement, en réalité, en principe, le Covid-19 n'est pas un problème de santé publique dans nos États. Pas un problème de santé publique ici. Même là-bas en Europe, où il y a un confinement, vous verrez qu'il y a moins d'Africains qui sont contaminés. Pourquoi? Je ne vous donnerai pas les raisons ici. Mais ce n'est pas un problème de santé publique. Qu'est-ce qui empêche bien sûr l'État du Cameroun, parlant du Covid-19, à s'ouvrir littéralement à Monseigneur Samuel Cléda, qui a dit de son temps: j'ai vaincu le coronavirus, et pourtant c'est une solution, on aurait dû au moins lui faire confiance. Non, parce que là-bas, l'Église catholique, qui est une très grande mastodonte dans le monde, ne veut pas soutenir la politique de santé dans nos États. Vous voyez bien que on vous parlait de l'hôpital. Mais si l'Église catholique ne soutient pas la politique de santé dans nos États, et qu'on a des déclarations comme celle que le pape a eu récemment, c'est problématique, non? Mais le pape est en collusion incestueuse avec beaucoup de chefs d'État. Sinon, il aurait dit, il aurait instruit aux États. C'est quand même le Vatican, tout le monde veut voir le pape. Il aurait instruit au Cameroun que non, qu'on laisse Cléda développer cette stratégie. Et pourquoi l'Église catholique même ne peut pas créer des hôpitaux en bonne et due forme? Rester au niveau des dispensaires et tout, c'est fait exprès. Parce qu'il y a une politique de dépeuplement de l'Afrique. En réalité, Covid les gêne, parce que le Covid n'a pas contribué au dépeuplement de l'Afrique, comme le sont le sida et le paludisme, par exemple. Très bien. Karine. Personnellement, le sort des Camerounais, je m'en fiche. Les Camerounais méritent leurs dirigeants. Il y a juste le sort des combattants du changement qui m'intéresse. Le reste, next. Ce pays est magique. Il doit falloir une rupture totale avec les colons pour que le président et sa clique sauvent ce pays. Un autre message, cette fille même, par rapport à l'histoire du jour, cette fille même est une fausse témoin de Jéhovah, car on ne pratique pas de sexe, même pas de bisous avant le mariage. C'est vraiment un mariage à l'aveuglette et au physique. Il passe le temps à augmenter à des hauteurs de milliards le budget pour les frais de représentation, alors qu'ils peuvent injecter ça dans la santé. Ils préfèrent boire les champagnes minces, aucune nationalité dans la gestion. Aucune rationalité dans la gestion des choses publiques. Thierry Tamko. Sans Covid-19, aurions-nous pu prendre en charge de façon normale les autres pathologies? Une question, je ne le pense pas. Le Covid-19 n'est qu'un alibi pour cacher notre incapacité d'assurer notre système de santé. Jean-Bernard Tetmen. Absolument. Je vous dis, beaucoup de personnes regardent cette émission en douce et ces hommes appliquent vos conseils. Donc les filles vont tomber enceintes alors que les hommes ne suivront pas leur religion. Ah, ça c'est par rapport ce qu'on dit. Cette fille
sa future belle-mère, sa potentielle belle-mère l'aime beaucoup. Oui. Et ils vont même entrepris de l'épouser. Et Donc, voilà, regardez. on ne dit pas aux garçons de faire les enfants à l'emporte-pièce. Parce que beaucoup Mais un homme on sérieux... dit qu'il faut enseigner Non. les filles si on veut. Non, j'ai dit cette fille doit tomber enceinte de ce garçon. Maintenant, pour des hommes respectables, faites autant d'enfants que vous voulez. Donc, c'est le truc. Quand les Bantous vont vous demander de sortir des églises et de vous rapprocher des initiés, vous allez crier au scandale. Si la religion était quelque chose de vrai, alors il n'y aurait pas toutes ces divergences puisqu'elle prône l'adoration d'un même Dieu qui est supposé être universel, originaire du Noun. Je peux vous dire qu'entre Bamoun chrétiens et musulmans, les histoires de mariage et même de cohabitation sont hyper difficiles à Oui, cause de tout à la fait. religion. La foi unie, la religion divise. Ah, c'est Tony Franck Damchoua. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut... Parce que effectivement, l'exemple qui a été pris par le téléspectateur, si c'est uniquement dans la région du Noun, Non, c'est partout. Pas dans uniquement. le En fait, département il du voulait Il Noun. dit, dire- lui, il vient Non. de là. C'est un fait Son qu'il environnement vit. Oui, direct. même dans le Grand Nord, pour pas qu'un évident. peuple épouse quelqu'un d'autre, c'est difficile. Alors donc c'est Donc, la religion qui Donc, deux Bamoun, il y a un témoin de Jéhovah, l'autre musulman, vous ne pouvez pas. Il en est de même des Bassades des doigts, c'est comme ça que ça se fait. Donc la religion a pu diviser Diviser. La religion hein, a permis les c'est- familles, pour diviser les Le communautés tribalisme. et le tribalisme d'ailleurs. Mais écoutez Non, leur moi, je comportement. L'église protestante est comment? En réalité, Luther n'est jamais venu pour dire que je veux créer l'église protestante. Il voulait réformer l'église catholique. Et l'église catholique a refusé cette réforme-là. Et il y a eu plus d'1 million de morts. Et après, l'église est répandue par les croisades. Sa sœur islam là-bas faisait le djihad et tout. L'église ne vit que de la guerre. À vous entendre parler, je ne sais pas si les Africains qui nous regardent ce matin comprennent le fond. Moi, je suis Bamoun, je suis du Noun, si vous voulez, je suis musulman, et Et ma soeur Du village d'à du côté. village d'à côté est chrétienne. Du même village. Je veux l'épouser parce qu'elle est chrétienne. Je ne peux pas. Parce Et pourtant, j'ai de l'amour pour elle, Oui. elle a de l'amour pour moi. Non, L'Église est importée de nous diviser. Pourquoi vous allez loin? La femme, parce qu'elle est chrétienne dans une église de réveil, quitte son mari à cause du fait qu'il est païen. Voilà. La fille dans la même maison, les deux enfants dans la même maison qui ont parlent plus. cru, qui ont reçu une l'appel histoire comme ça divin, qu'on avait se fait. séparent de papa et de maman au point même de ne plus recevoir un copec pour qu'on paye leurs études. Parce que papa, c'est l'argent Ce sont de les Satan, mondains. c'est les mondains. Et nous, on préfère aller dormir au sol, dans l'église, bousculant des chaises à gauche et à droite, au nom du pasteur. On valide donc la thèse justement de Léopold II qui avait demandé aux missionnaires d'arriver en Afrique et de tout faire pour enseigner une autre version de la religion à ces Africains en leur disant justement que ne leur parlez pas de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu et en changeant justement les textes de la Monsieur Bible. Michel Ngachou, sauf que nous sommes arrivés aujourd'hui à l'évangélisation de la famine. Vous aujourd'hui, monsieur Michel, vous devenez pasteur. Ah, Vous votre aurez- église sera pleine. Le capital, c'est la Mais est-ce que capitale. parce que vous arrivez en disant que Amen, tout le monde dit Amen, Amen, que vous croyez? Non. Quand votre Amen, c'est donner l'argent. Donner l'argent. Amen, Amen, Amen. And you love Et la Jesus? dîme. Yes, I love Jesus. Cotisez, ça sort end. Vous ajoutez un peu de pouvoir, vous touchez son tiers tombe. Ah, oh, la pasteur. Il est trop Ah, c'est fort. une mise en scène. Voilà autant de choses. C'est la famine. Allez aux États-Unis, vous allez voir comment ça se passe aux États-Unis. Incroyable. Comment est-ce que ces différentes religions, est-ce que ça empêche le système de fonctionner? Est-ce que ça empêche les Américains de revendiquer? Est-ce que ça empêche? C'est Pas la du tout. famine. Nous Pas sommes du dans tout. un monde où la famille guide. Et j'estime que, je le dis encore en regardant la caméra, chers Africains, revenez rapidement dans vos lieux sacrés. Revenez rapidement dans vos traditions. C'est de là que vous êtes forts. Un enfant africain court dans la forêt pieds nus, il n'a aucun problème. Mais j'étais un blanc. J'étais même un gars qui a fait 2 ans à Douala, dans la petite forêt, on va se lever les pieds. Ah ben Ah, là, bien, oui. alors, je ne vous le fais pas dire. Hein. Alors. Je voudrais bien sûr saluer bien évidemment ce matin les peuples et les grandes communautés de Bassamba. Quand je dis Bassamba, Non, en fait, n'oubliez pas le islam. Non, Non, monsieur non, Bassamba. permettez, Allons monsieur à- Badi. chez les Giziga, allons chez les Mafa. donc, quand je dis Bassamba en réalité, Allons à Djoum, monsieur quand je Michel parle de Ngachou. Bassamba en réalité, c'est parce forêt qu'effectivement, il y a des réalités là-bas Les gens et on marchent salue là-bas, justement ils cette communauté
avec lesquels nous avions grandi sur un moment donné. Mais bon, la forêt de réalité aussi, n'est-ce pas? Vous y marchez pieds nus dans la forêt? Absolument. C'est comme ça qu'on avec les préserve, chaussures non? dans la... Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Pause, hein. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Yannick Noah, vous savez que Yannick Noah, il ne marche qu'à... Mais il est bouddhiste, non? Il n'est que pieds nus, monsieur Oui, Michel. mais il est bouddhiste. N'allez pas chercher. On a Osmadiko qui va également Monsieur pieds nus, Michel Ngachou, qui est dans vous sa allez voir culture. des personnes qui, lorsqu'ils posent le pied au sol, attrapent automatiquement la grippe et tombent malades. La constitution du corps l'est dans les pieds. Si vous n'avez pas une harmonie entre le sol et votre être et le pied, monsieur Michel Ngachou, vous êtes un déphasé. C'est trop de gymnastique. Non, c'est pas une gymnastique, c'est réel. C'est réel. Tous les sens du corps se retrouvent à la plante La plante des pieds. Faites attention. C'est important. Bah, Allez, sauf que- pardon, on va marquer une pause. Oula. On marque d'abord une pause, je vous en prie. Et on reviendra tout à l'heure avec la revue des réseaux sociaux. Au goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Faisons encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Consti, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour nos téléspectateurs et merci à ces clients qui ont répondu massivement, présents et très nombreux après la communication d'hier, raison pour laquelle j'ai encore décidé de remettre cette communication ce mardi matin, question de rappeler à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision qu'il est important d'avoir un tapis de braise, qu'il est important de faciliter la vie, qu'il est important de se moderniser au maximum car nous sommes en plein 2021 et 2021 c'est une année c'est-à-dire qui nous permettra d'avoir une vie plus facile et plus aisée et cette vie aisée passera également par l'obtention des tapis de braise qui sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors nous allons donc rapidement rappeler les avantages de ce tapis de braise comme le spot l'a si bien dit tout à l'heure, comme le spot l'a montré également. Vous avez donc pu voir avec moi les avantages et les maîtres d'hôtel qui sont derrière l'utilisation des tapis de braise. Ce tapis de braise permet de faciliter la braise. Le tapis de braise est également rapide au niveau de la braise. Le tapis de braise permet à vos aliments de ne plus jamais coller sur le grillage. Le tapis de braise permet également de donner un goût particulier à votre braise. Imaginez le makero oya oya, imaginez la sole, imaginez les bars, imaginez les capitaines, imaginez le poulet, imaginez la viande de bœuf qui est posée sur un tapis de braise. Alors la suite, elle est tout simplement positive, raison pour laquelle ce matin, j'attire encore l'avantage de tous nos téléspectateurs qu'il est important d'avoir ce tapis de braise que voici, que vous retrouverez uniquement du côté du magasin 1001 tapis. Il s'utilise facilement, il se nettoie facilement, il suffit tout simplement de le poser sur un grillage et vous posez les aliments à braiser sur ce tapis de. Vous allez voir qu'en quelques minutes, votre poisson sera prêt à la consommation. Alors, chers téléspectateurs, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent un tapis de braise. Ceux qui nous ont regardé hier, retenez qu'il est important de l'avoir. Ce tapis de braise, any man must get tapis de braise. On appelle ça en anglais, en français, tapis for braise. Yes. Any man with Yami today must get tapis for braise. Vous l'avez normalement à 10 000 francs le prix de promotion. Mais dans le cadre du concept Salaka, tous ceux qui vont le commander vont l'acheter à moins de 10 000 francs. Oui, je dis bien à moins de 10 000 francs. Un tapis de braise du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un tapis de braise innovant. Un tapis de braise révolutionnaire. Les numéros de téléphone, vous les avez. Vous l'avez à moins de 10 000 francs magasin 1001 tapis. On parle également des gants de cuisine super gants
que vous avez également du côté du magasin 1001 Tapis. Gants en main, et puis on en parlera assurément, vous le savez. Merci beaucoup, Michel Ngatou. Merci infiniment, Constilamé. Madame, Monsieur, restez avec nous en même temps. Dans un petit moment, simplement, la revue des réseaux sociaux. Comme vous savez, bien sûr, le fait Karine Sontia, nous vous écoutons, nous sommes suspendus à vos lèvres ce matin. Oui, ce matin, on s'intéresse à San Melima, particulièrement aux populations de l'Olabé qui ont manifesté il y a une semaine pour réclamer leur indemnisation suite à la construction du projet de la route San Melima-Djoum. Ces derniers avaient manifesté leur ras-le-bol pour récupérer les indemnisations dont elles devaient bénéficier. Sauf que ce jour-là, les manifestations étaient la répression était violente. On a vu sur le terrain les forces de défense qui réprimaient violemment les populations. Vous pouvez voir en image qui se passe vraiment de tout commentaire. Voilà, c'est des images qui sont, on va dire, en même temps insoutenables. Charles-Amel Mathieu, vous avez regardé, Dominique Théodore également. Bon, je voudrais peut-être vous renvoyer la question. Ces images-là qui font le tour de la toile aujourd'hui, qu'est-ce que vous Voilà, comment est-ce qu'au Cameroun, lorsqu'on revendique ses droits, voilà comment on est traité. Oui, tout à fait. Et c'est justement, on va dire, des hommes en tenue qui y sont. C'est triste, hommes en tenue, oui, mais si on voyait les gendarmes ou les policiers, ça serait mieux, ce serait compréhensible, parce que lorsqu'on parle des indemnisations, c'est d'abord les sous-préfets, dont les autorités administratives, sous-préfets, préfets, avant que ça n'arrive au gouverneur, et les autorités administratives peuvent mettre en marche les forces de l'ordre, forces du maintien de l'ordre. Oui. Voilà. Mais ici, c'est les forces de troisième catégorie. Ils ne peuvent sortir que lorsque nous sommes en guerre contre une force étrangère. C'est ça le principe. Ici, est-ce qu'on les a assimilés au grand banditisme? Même si c'est le grand banditisme, il faudrait que les forces de maintien de l'ordre, donc les gendarmes et les policiers, soient dépassés, débordés, et que en face on ait utilisé, j'allais dire, des armes lourdes. C'est une violation quand même. Oui, mais absolument. Le gouvernement camerounais est passé là dans le non-paiement des indemnisations. Je vous avais fait état ici, et c'est là où, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. J'avais apprécié d'ailleurs Nyati Fendi Marcel lorsqu'il était directeur général de la SONEL, la Société nationale de l'électricité du Cameroun. Il avait payé, je pense, à 2 ou 3 reprises les populations à Bankim pour la construction du barrage à Mapé. Mais cet argent était détourné régulièrement par les autorités administratives. Ils étaient autour. À un moment donné, on vous dit non, c'est le préfet de Bagno qui doit. Après, on vous dit c'est le préfet du Noun. Vous voyez, donc, comme ça. Et à Kribi, vous avez vu ce qui est arrivé avec les indemnisations de population. Je pense qu'il y a beaucoup d'autorités administratives et de hauts cadres de MINCAF qui sont en dé. Mais ici, c'est condamnable. Que viennent faire les militaires, forces de troisième catégorie, pour une revendication normale? Et voilà des choses. C'est vrai qu'on a eu juste un bout d'image, parce que les images que nous avons sont assez graves quand même. Non, on ne peut même pas les diffuser pendant longtemps. Oui, c'est triste quand ça arrive. Charles Amel, ces images font le tour de la toile aujourd'hui. Finalement, le Camerounais n'a plus de droit. Hein? La force fait le droit au Cameroun. Monsieur Michel Ngatou, je vais à la suite de Mbambok. Nous sommes dans la localité de Djoum, plus précisément à Bikola, où les populations exigent leur indemnisation. Est-ce que c'est du ressort du sous-préfet ou du préfet de pouvoir faire descendre des forces de défense? Première question. Qui est l'ordonnateur? C'est la question maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, parce que les faits palpables sont déjà là. Qui est l'ordonnateur de cette descente, de cette sortie
des forces de défense sur le terrain. N'y a-t-il pas des unités de police ou de gendarmerie dans ces différentes zones qui pouvaient arriver à maintenir, on va dire, les différentes populations? Autre point d'interrogation. Lors du dernier conseil ministériel de l'année 2020, le Premier ministre avait instruit le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de régler urgemment, telle était l'expression, cette réunion avait tenu 2 heures, de régler urgemment les questions des indemnisations des personnes impactées dans les projets de réalisation, projets énergétiques et des infrastructures. L'argent a été décaissé, M. Michel Ngachou. Quel est donc l'intérêt? À peine quelques heures après, on se retrouve à voir ces cas, M. Michel Ngachou, qui voudrait donc mater les populations pour un argent qui a déjà été décaissé, qui souhaiterait avaler, vous employez les bonnes expressions, avaler cet argent au détriment de cette population. C'est quand même des gens qui ont leur terre. Depuis des années, où on a enterré des parents, des frères, des sœurs, où on fait des plantations, où on fait de la pêche. C'est des autochtones. C'est des autochtones, M. Michel Ngachou. Et qu'aujourd'hui, on se retourne là avec des... Mais lorsque j'ai vu ces images et j'ai entendu ces coups, était-ce l'arme blanche? Je ne suis pas spécialiste. Était-ce M. Michel Ngachou? Et vous savez que la zone de Djoum, forcément, il y a dans cette zone des bases de formation militaire et tout. Est-ce que c'est des élèves qu'on a fait sortir? Auquel cas, il faudrait qu'on interpelle le directeur de centre qui lui a donné l'instruction de le faire. Je pense que là, c'est un sujet assez grave. J'espère que nous avons des politiciens, des élus, des parlementaires encore capés. Et n'oublions pas qu'après cela, il y a eu des personnes qui sont sous mandat de dépôt. Autant d'interpellations, des réflexions qui nous poussent. Regardez, on vient de finir avec les hémodialysés qui ne parviennent pas à faire des dialyses, les diabétiques qui ne parviennent pas à avoir l'insuline, les tuberculeux. Et maintenant, on vous dit que voici une population qui revendique. Vous voyez que 2020 n'était qu'une année de revendication. On entre en 2021 encore. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune différence. Vous avez trop jubilé pour 2021. Ceux qui sont partis sont revenus avec les bosses, vous avez vu. Alors Dominique Audrey, lorsque les gens sont aujourd'hui soumis à la justice parce qu'ils revendiquent simplement leurs droits, là c'est à Djoum effectivement, est-ce qu'on va dire... Non, ce n'est pas ça, à Bikoula. Je m'en excuse. Le camp militaire c'est à Djoum. Est-ce qu'on va dire véritablement que on est dans un pays de droit? Non. Où on a un pays de force, Oui. le Rora, comme on dit au quartier. Donc on fait le Rora aux populations. La rache-rache. Non, c'est pas la rache-rache. Non. La rache, c'est que je t'arrache, tu m'arraches. Mais le Rora, c'est que ça t'appartient. J'ai parfait. Oui. Voilà. Comment on résout ça? Il n'y a pas les abeilles là-bas? Je me pose la question, oui, non pas les abeilles physiques, il y a un autre genre d'abeilles là, on connaît. Peut-être on devrait employer ça pour ces gens. Simplement, c'est faire preuve encore une fois, de mesquinerie que d'inquiéter des gens simplement parce qu'ils sont venus revendiquer les terres de leur père. C'est méchant d'avoir ce genre de situation et que les responsables continuent de dormir paisiblement chez eux. Mais le bon côté des choses, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une forme de pression. Et il faudrait que la pression soit vraiment forte pour que ces personnes-là, first, soient relaxées. Et enfin, qu'on leur donne leur argent, auquel cas, qu'ils redescendent encore dans la rue. Mais on prend votre argent, on prend vos terres, on prend votre argent, on vous arrête, on vous met en prison aujourd'hui. Et on va dire justement qu'on est dans un pays gouverné. Et on s'en souvient que pendant les élections présidentielles, vous étiez les premiers à courir, voter pour X parce qu'en réalité, vous espérez avoir des subsides. Mais on les a trompés. On les a trompés et peut-être même qu'on devrait... Mais ça fait 108 ans qu'on vous ne voyez pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont voté pour X? On devrait interroger même le corridor qui devait relier le Cameroun au Congo avec une enveloppe globale, je crois, de 27 milliards qui aurait dû certainement être terminé depuis. Pourquoi ce corridor, malgré le fait que c'est sûr, c'est à crédit qu'on ait fait ça, n'est pas encore terminé? Pourquoi? Là, la question s'adresse à M. Ndjoumessi Ndjoumessi. Oui, ça c'est une autre question à lui poser. Mais vraiment, franchement, si ces gens-là n'ont pas leur argent, qu'ils redescendent.
qui redescendent. C'est vrai qu'on a vu un monsieur avec une tête percée. C'est ça, c'est aussi ça, les conséquences. La révolution n'est pas un long fleuve tranquille. Donc il faut qu'on ait des fous, comme vous dites. 105 km seulement, sans Mélimadjoum. C'est 88 km. C'est 100 Mélimadjoum, oui. C'est 100 Mélima Bikoula, Djoum, et maintenant le reste. Maintenant, le problème, c'est que 100 Mélimadjoum n'est pas encore terminé. Mais non, terminé ou pas, quand on fait ce qu'on appelle les levées topographiques, on vient donc casser, on répertorie les tombes, les jambes, les trucs qu'on va couper. On indemnise d'abord avant le premier coup avant le premier coup que l'engin vient commencer le terrassement, on indemnise d'abord. Et pour des populations dont les maisons seront cassées, on les recase. Ils ont des recasements, on indemnise, on recase et on commence. C'est le même problème que les populations vivant sur la route Douala-Yaoundé ont aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a à Yassa qui n'ont pas toujours été indemnisés. Vous parlez Yamza, j'ai parlé des banquiers, barrage de la Mapé. Si vous allez là-bas dans le Mayo Bagno, les populations ont été déguerpies, ils ont regagné les terres là-bas, on les chasse tous les jours. Parfois, alors qu'on les a déguerpis, ils n'ont jamais été indemnisés. Jamais. Parfois, on a envie de nous demander, mais alors que la Sonnelle avait dépassé, je pense, 2 ou 3 fois. Pour refaire le Cameroun, n'est jamais arrivé aux bénéficiaires. Pour refaire le Cameroun, pour inverser la vapeur, pour changer justement les données, ou les données au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser la cérémonie. C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Le On est conscient qu'on fait du mal aux gens. en fin d'année qui va renforcer la démocratie. C'est peut-être comme ça. D'ailleurs, la question de la CNI se pose aujourd'hui. Le hashtag. Le hashtag je veux ma CNI. Oui. Ça fait depuis le 2 décembre que ce hashtag a vu le jour. Et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter et Facebook, c'est déjà plus de 4000 personnes qui le partagent au quotidien. Je veux ma CNI. Maintenant, il y a un autre qui accompagne je veux ma citoyenneté. Donc, ils sont vraiment nombreux les Camerounais qui réclament. Il y en a qui ont fait des témoignages, qui disent que leur CNI, ils ont entamé les processus depuis 2016. Et ils ont déjà les formats qu'on a ajoutés sur la CNI, on a agrafé pour qu'ils puissent proroger à chaque fois qu'on arrive à la date de péremption. Est-ce que vous savez que c'est un gombo? Maintenant, qu'est-ce qui est gombo maintenant? Les prorogations? Non, c'est un gombo parce que chaque fois que vous êtes sur l'axe lourd, vous allez toujours retrouver, si vous voyagez, les personnes qu'on fait descendre, on fait asseoir, même le terre, ils expliquent que voilà, c'est pas de notre faute. Et toi, on dit que monsieur, vous êtes condamnable du fait de n'avoir pas, ou soit vous allez à Nomayos, à l'entrée. Et ça bien que ce papier est tellement léger. Au bout d'un an, je n'ai pas. Moi, je suis sans papier. Allez, on va justement marquer une deuxième pause avec Constilamine qui nous retrouve cette fois-ci. Et il vient nous parler effectivement de Von Bio, Constilamine. Vous êtes là encore ce matin? Je suis encore là, comme d'habitude. Vous savez, c'est mon boulot. Ma passion, c'est la vente. Ma mission est de permettre aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment d'avoir des produits de très, très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Telle est l'une des priorités du concept Salaka, qui est ce concept de communication, de vente sur les antennes de Kinos Radio et Télévision. Et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention des opérateurs économiques camerounais qui regardent en ce moment, des hommes d'affaires, des commerçants, des chefs d'entreprise. Vous avez besoin de valoriser votre produit, vous avez besoin de vendre au maximum, plus besoin de chercher les midi à 14h. La solution, c'est avec le concept Salaka et surtout, c'est à la radio et télévision Equinox. Oui, parce que Salaka aujourd'hui se présente comme un véritable label de communication et de vente des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors, nous allons tout de suite parler de l'un de nos produits qui fait d'ailleurs la fierté des téléspectateurs de cette émission. C'est bien entendu le Von Bio. Et quand on parle de Von Bio, on parle d'une toute une gamme dans laquelle vous avez le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Libido pour ceux qui ont besoin, bien entendu, c'est-à-dire de satisfaire, d'avoir l'harmonie dans le couple. Vous avez le Von Bio Détox. Il est important de se désintoxiquer l'organisme, surtout en cette début d'année. Il est important. On a beaucoup mangé en décembre, on a tellement bu en décembre, donc il faudrait désintoxiquer votre organisme. Avec quoi devrait-on désintoxiquer l'organisme? C'est avec le Von Bio Détox qui est également en vente au magasin 1001 Tapis. À côté bien sûr du Von Bio Détox, on a également un Von Bio uniquement pour les femmes. Alors j'invite ces femmes-là à venir au magasin 1001 Tapis, à appeler davantage pour en savoir sur le Von Bio Libida. Retenez bien sûr le nom.
Le Von Bio Libida est également en vente du côté du magasin Million Tapis et c'est un Von Bio réservé uniquement aux femmes alors que le Von Bio Libido est réservé uniquement aux hommes. On parle également d'un lait de toilette, le Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques, de la protéger, de la nourrir et bien entendu de permettre aux diabétiques d'avoir une peau saine, une peau belle, une peau toujours en bonne santé. Alors je vous conseille tous nos amis diabétiques, votre lait de toilette est également disponible au magasin 1001 Tapis. Nous allons revenir sur le Von Bio Oméga 3. Ce Von Bio Oméga 3 qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir les articulations. Il permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Alors je vous le conseille vivement. Vous l'avez au magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les modalités de livraison, vous les connaissez déjà. Le point de vente, c'est au magasin 1001 Tapis, ouvert de lundi à samedi, de 9h à 18h. Merci beaucoup et bonne année à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout à tous les clients du concept Salaka. Est ouvert aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je veux ma CNI. S'il n'y a pas de réelle pression de la part des Camerounais pour obtenir la CNI, ils ne l'auront pas. Il y en a qui depuis presque 3 ans aujourd'hui n'ont pas de carte nationale d'identité. Et vous comprenez en réalité que vous devriez, madame, monsieur, vous intéresser aux affaires de la nation en faisant de la politique. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Et au pire des cas, je vous le dis tous les jours, elle va vous broyer. Restons forts. À demain pour le combat. Vous les attendiez, elles sont là.